Fin août 1984. J'ai repris l'entraînement depuis mi-juillet au retour de la croisière de Barbude à bord du Noah. Crosse, équitation, tir, culture physique. De mémoire de guide, personne n'avait jamais vu un chasseur passer 2 semaines dans les bois du Yukon, dans le haut pays comme on dit là-bas, sans jamais voir aucun animal, ce qui avait été mon cas avec Jérôme sur la Coal River en septembre de l'année dernière. Très ennuyé de ce fiasco, Terry Wilkinson, qui venait à l'époque de passer du stade de guide à celui de propriétaire de Caesar Lake Outfitters, en rachetant l'affaire des mains de Gordon Toole, m'a proposé de revenir cette année pour la moitié du prix normal. Mais cette fois, pas question d'une chasse peinarde en canoë le long d'une rivière, avec un camp fixe, confortable parce que chauffé. Ça va se passer à cheval dans les montagnes, avec des camps volants, et il est difficile de traîner un poil sur un cheval de bas, encore plus de l'utiliser dans une tente en nylon. Jérôme n'est pas du voyage, à sa grande déception, car je ne serai pas de retour à la Martinique avant le 5 octobre, ce qui lui ferait rater la première semaine de classe. Je me souviens d'une chasse en 1982 dans la Idaho, au nord-ouest des États-Unis. Je ne m'étais pas entraîné puisque le cheval, je connais, j'en ai fait beaucoup, j'ai l'habitude. Seulement, c'était 20 ans plus tôt, détail que j'avais négligemment négligé, et les courbatures avaient gâché les 3 ou 4 premières journées. Donc cette fois, c'est assommant au possible, mais je me prépare. Je lève l'ancre le mercredi 12 septembre pour Watson Lake dans le Yukon, où je dois être au plus tard le 16. Le vol direct du samedi d'Air Canada de Fort-de-France à Montréal m'obligerait à passer à peu près une semaine de plus absent, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais donc encore une fois faire un circuit impossible. San Juan, Kennedy et LaGuardia à New York, Montréal, puis Edmonton, pour enfin arriver à Watson Lake le vendredi 14 septembre. Instruit par l'expérience, je prévois toujours une marge de sécurité d'au moins 24 heures quand je me promène dans ce genre de latitude, histoire de parer à un éventuel brouillard ou autre mauvais temps. À l'escale de San Juan, j'ai la bonne surprise de découvrir que tous mes bagages, carabines y compris, sont restés dans l'avion d'Air France qui continue sur Port-au-Prince. Plus question de prendre le vol prévu sur New York, car je préfère attendre le retour du vol d'Air France pour récupérer mes bagages. Résultat des courses, j'arrive à Kennedy 3/4 d'heure avant le décollage du dernier avion pour Montréal, qui part de LaGuardia. Je passe donc la nuit au Viscount Hotel à Kennedy, la peau du dos soit dit en passant, et j'arrive à Montréal le jeudi en fin de matinée. Le lendemain, 13 heures de voyage m'amènent à Watson Lake, qui n'a guère changé en un an, à part une nouvelle aile rajoutée au gateway, des chambres impeccables, toutes neuves, et un chauffage électrique parfait. Avec ses 1300 habitants, Watson Lake est la deuxième ville du Yukon. La première étant Whitehorse, la capitale, qui regroupe 14 000 personnes. Le reste des 25 000 habitants se répartissent les 480 000 km² du territoire, presque la France. Ruth Wilkinson, la femme de Terry, me propose de partir pour Caesar Lake le dimanche matin au lieu d'attendre le lundi comme prévu. Nous arrivons juste avant le décollage de l'avion. Probablement rendu euphorique par la belle journée qui s'annonce, le pilote m'avait complètement oublié.
Il est obligé de revenir me chercher et de débarquer une bonne partie du ravitaillement pour me faire de la place. Les monts Logan où je vais chasser, drôlement à pic, ça ne va pas être de la tarte. Je sais d'ailleurs depuis longtemps qu'il n'y a pas nulle part de grande chasse facile. Cedar Lake, après 1 heure de vol, cap au 355. Il est 9 heures du matin. Bill, directeur d'un supermarché de Chicago, et Peter, médecin suisse de Zurich, s'en vont, accompagnés par Terry qui rentre prendre 24 heures de civilisation. Je reste avec Don, le frère de Terry, qui était l'an dernier avec nous sur la Coal River. La première cabane à droite qui m'est affectée. Nous rassemblons les trophées des chasseurs qui m'ont précédé. 4 caribous et un orignal, de façon à pouvoir les expédier par l'avion lorsqu'il reviendra demain matin. Espérons que j'en ferai au moins un. Le bouc de montagne, tué par Peter. Vraiment magnifique comme trophée. Ça ferait partie de mes rêves. Un jour ou l'autre peut-être. La cabane principale, cuisine et réfectoire où nous prendrons nos repas lorsque nous serons au camp de base. L'indispensable cache où matériel et provisions sont placés hors de portée des ours et des grizzlies.
Terry a un troupeau de 17 chevaux, à peu près tous utilisables indifféremment comme chevaux de selle ou comme chevaux de bas. Malgré leurs entraves, il faut parfois aller les chercher à 2 ou 3 kilomètres du camp le matin. Les chevaux passent 8 à 9 mois de l'année chez un éleveur de Fort St. John en Colombie-Britannique, à 1 millier de kilomètres plus au sud. En juin, ils sont amenés par camion à un point situé sur la route reliant Watson Lake à la mine de tungstène dans le territoire du Nord-Ouest. De là, en une journée, ils atteignent Caesar Lake. En octobre, l'opération a lieu en sens inverse. Un nouveau cheval, même déjà dressé et adulte, n'est utilisable qu'au bout de 4 ans. Il doit d'abord faire 3 séjours dans la montagne pour s'habituer à l'altitude, au relief, à la végétation, à la nourriture et aux difficultés du terrain. Merveilleux chevaux de montagne au pied d'une sûreté incroyable. Ils s'arrêtent dans les passages difficiles, regardent à gauche et à droite, et j'aurai à chaque fois l'impression qu'ils réfléchissent intensément pour choisir le moins mauvais endroit. D'autres fois, je les verrai tâter des rochers de leurs sabots pour s'assurer de leur solidité ou pour vérifier s'ils ne glissent pas. Don s'est reconverti dans la chasse à l'arc depuis 2 ans et il n'a encore rien pris. Il profite de cet après-midi qu'il a de disponible pour essayer de faire le trophée de caribou dont il rêve. Mais il reviendra à la nuit sans avoir rien vu. De mon côté, ce ne sera guère mieux. Je vais essayer de pêcher et je prendrai beaucoup de branches et de feuilles mortes, mais pas de poissons. Il est vrai que je n'ai jamais été doué pour le lancer. Lundi 17 septembre, fin de matinée, l'avion nous ramène Terry, qui revient avec Karl, l'autre chasseur, un Allemand de Francfort, accompagné de sa femme. Demain, nous pourrons passer aux choses sérieuses. Il était temps. Voilà 5 jours que je passe en voyage ou à ne rien faire. C'est épuisant. Nous expédions les trophées. Je n'ai plus rien à regarder qui me fasse envie. À moi de me débrouiller pour prendre les miens, et si possible de plus beaux.
Mardi 18, vers 7h30, nous rassemblons les chevaux pour la première journée de chasse. Don sera le guide de Carl et de sa femme, et ils vont chasser autour de Cizelec pendant les 2 ou 3 premiers jours. Terry et moi partons vers le nord pour la même période. Le Yukon est décidément à une échelle qui ne m'est pas familière. La zone de chasse de Terry a une superficie de 30 000 km², c'est-à-dire Haïti ou encore 30 fois la Martinique. Je n'ai heureusement pas encore découvert le thermomètre du camp, mais je sens qu'il ne fait vraiment pas très chaud. Je me demande avec appréhension dans quel état je serai demain après une nuit sous la tente. Après un peu plus de 8 heures de cheval et de marche lorsque les pentes sont trop abruptes, nous atteignons la carcasse de l'orignal tué par Peter. Il y a un magnifique ours noir en train de s'en régaler. Je prends appui sur un arbre et loupe l'ours. Ça commence bien, tiens, je suis malade de rage. Le lendemain à l'aube, nous levons le camp et nous partons à 8h moins le quart. Vers 11h, ça fait quand même plus de 3 heures de cheval. Nous repérons à la longue vue, grossissement 40 fois, un troupeau de caribous. 2 heures plus tard, je suis à portée de tir. Je mets en joue ce beau mâle, et au dernier moment, au lieu d'appuyer sur la détente, je jette un ultime coup d'œil. Je vois alors se profiler sur le ciel, au-delà de la crête, des bois absolument fantastiques. Un spectacle extraordinaire. Je laisse tomber séance tenante mon premier mâle, il ne saura jamais quelle chance il a eu, et je patiente des secondes qui me paraissent une éternité que celui-ci dépasse la ligne de crête et apparaisse bien tout entier dans ma lunette.
Un trophée qui frise la perfection. Tué net d'une balle dans le cou à 150 mètres. Toute honte bue, je dois avouer avoir visé l'axe de l'épaule. J'ai tapé 20 cm trop à gauche. Mais si les 20 cm avaient été à droite, c'était la balle dans les poumons et probablement des heures d'une poursuite harassante dans les montagnes. Nous décidons de rentrer à Caesar Lake pour y ramener le trophée. Nous y serons ce soir à 8 heures. Un peu plus de 12 heures de cheval pour la journée. Jeudi, au tour des Allemands et de Don de partir nomadiser. Avant le départ, ils jettent un coup d'œil sur ce qu'ils croient être un ours et qui se révèle un rocher. Nous allons rester quelques jours autour de Caesar Lake et je retrouverai tous les soirs ma cabane et son poêle. Quel luxe! Grâce à mon entraînement, je n'ai pas de courbature, mais les 9 heures de cheval du premier jour, les 12 heures du second, plus mon trophée, m'autorisent à penser que je peux m'octroyer une journée de repos. Je consacre une bonne partie de cette journée à admirer mon caribou pendant qu'un whisky Jack s'offre un festin. 3 ou 4 semaines après mon retour, je recevrai une lettre de Terry m'apprenant que le trophée a totalisé 400 points et 2/8 d'après la méthode de calcul du Boone & Crockett's Record Book, ce qui en fait le 3e de Yukon pour la saison 84. Vendredi 21, l'équinoxe d'automne. Il fait très beau et pour ne pas changer, je pèle de froid. Il fait moins 10 degrés. Ensuite, il se met à neiger et le moral en prend un coup. Nous n'allons jamais réussir à voir quelque chose par ce temps. Finalement, vers 10h ou 11h, le temps s'éclaircit un peu et nous repérons 4 orignaux, 2 femelles, un jeune et un beau mâle. Nous progressons dans les willows, végétation détestable s'il en est, jusqu'à 200 mètres du mâle, mais impossible d'avoir un appui. Il y a bien 3 petits sapins à 50 mètres, mais ce sont les 50 mètres fatidiques. J'ai l'impression qu'il va détaler si je fais un pas de plus. Tant pis, je tente le coup sans appui. Un premier coup, il ne bouge pas. Un deuxième, pareil. Je commence à m'énerver sérieusement et lui envoie 3 balles en rafale. Il daigne enfin s'effondrer. J'ai raté 2 coups sur 5, d'accord, mais il a ramassé les 3 autres balles en plein poitrail et il n'est pas mort, la vache. Je dois encore lui tirer 2 balles dans le cou. Le trophée fait 1,25 m d'envergure, pas terrible. D'autant plus qu'il s'agit d'un très vieux mâle et que le côté droit de ces bois, que nous n'avions pas vu parce que caché par la végétation, est beaucoup plus petit que le gauche. Trophée à refaire donc. Si le caribou est relativement petit, entre 130 et 150 kg, l'orignal, lui, est énorme, entre 500 et 600 kg.
Nous n'avons pas de cheval de bas et nous devons tout laisser sur place, y compris le trophée, ce qui m'inquiète passablement. Nous recouvrons la viande pour éviter que Whisky Jack et Corbeau ne nous en fauchent la moitié. Ceci dit, il faut bien avouer que nous faisons un gaspillage énorme. Nous sommes loin du Cameroun où les pisteurs ne laissaient une bête que lorsqu'il n'en restait absolument rien. Un barrage de castors et un peu plus loin leur cabane. Le matin à l'aller, j'avais bien failli y prendre un bain. Ça aurait été la bonne journée, avec caméra et carabine, dans une eau à peut-être 3 ou 4 degrés. Mon cheval avait choisi de passer sur la berge, très à pic à cet endroit, et je l'avais laissé faire. En plus, la berge formait une voûte qui s'effondre sous le poids du cheval, lequel se retrouve l'arrière-train dans la flotte. Je n'ai pas encore réussi à comprendre comment je n'ai pas été moi aussi à la patouille. Samedi, en route pour récupérer le trophée et la viande de l'orignal, nous nous arrêtons pour essayer de prendre un peu de poisson. À part une petite grelings terminée pointe à la ligne. Cette fois, c'est décidément tout le contraire de la Coal River, où nous avions eu beaucoup de poissons et pas de viande, à part les quelques perdrix que j'avais tués. Question température, ça ne s'arrange pas. Moins 12 degrés aujourd'hui. Et dire que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Personne ne m'a envoyé dans ce foutu pays. Après 3 heures de cheval, presque tout près de Cizelec donc, nous arrivons à la carcasse de l'orignal. Il ne faut pas moins de 2 chevaux de bas pour sortir un pareil tas de viande. Avec les bois de l'orignal sur le dos, Duke se met à ressembler étrangement à Pégase.
Nous chargeons les 2 cuisses sur Sandy. Nous les pèserons à l'arrivée au camp, 50 kilos chacune. Il est vrai que ces chevaux n'ont pas grand-chose de commun avec les Azito, Sing Sing et autres pacas du ranch JR du début du film. « 17h30, nous sommes rentrés à Cizelec. Décidément, ça s'humanise. Hier comme aujourd'hui, nous n'avons fait que 6 ou 7 heures de cheval. Nous mettons la viande à l'abri, puis le trophée va sur la cache rejoindre mon caribou et celui que Karl a tué l'avant-veille. Dimanche 23 septembre, 14h. Pour la énième fois, nous traversons Ship Creek, la piste longeant provisoirement seulement, hélas, le fond de la vallée. Nous avons quitté Cizelec depuis 3 heures à peu près pour aller récupérer la viande de mon caribou tué mercredi. En cette saison et sous sa latitude, la viande supporte facilement de rester 2 semaines sans soins particuliers, pour peu qu'on ait pris la précaution d'enlever la peau. 2 heures plus tard, nous avons franchi la crête et nous sommes au fond de la vallée, au-dessus de laquelle se trouve mon caribou. Une femelle caribou nous y accueille d'ailleurs. Vers 17h, nous repérons la carcasse à la longue vue. Décidément, sans longue vue, on ne verrait pas grand-chose. Avec un grizzly en train de s'offrir un repas à nos frais. Mais il est trop tard pour tenter une approche ce soir et nous installons le camp. Nous nous occuperons du grizzly demain matin. Lundi au lever du jour, c'est-à-dire vers 7h15, le grizzly est toujours là. Nous démarrons en catastrophe et nous sommes sur place 3/4 d'heure de cheval et 1 heure de marche plus tard. Mais point de grizzly qui s'est taillé Dieu sait où, il s'agit d'un loup. Or il se trouve que le loup est l'un des trophées les plus recherchés d'Amérique du Nord, après le mouflon toutefois. Donc, en cueille, s'écria la princesse, en polonais car elle connaissait cette langue. Mais le loup est juste à défilement de la ligne de changement de pente à laquelle je suis arrivé en rampant les 30 derniers mètres. J'ai peur de taper dans le roc à 3 mètres de mon canon et de prendre un éclat dans la gueule. Résultat, je tire trop haut et rate. Je me mets carrément à genoux et double. La balle lui traverse le corps juste en arrière des épaules. Il détale à toute allure et je rate bien évidemment mon 3e coup.
mais il s'effondre mort et roule le long de la pente sur 60 ou 70 mètres. Un très beau trophée, mais entre le grizzly et lui, il ne reste pas grand-chose du caribou. Nous passerons le reste de la journée et une partie de la matinée du lendemain à attendre le grizzly, qui, pas fou, ne se montrera pas. Nous finirons quand même par l'apercevoir à 800 mètres, taillant de la route vers le sud-ouest. L'ennui du camping dans ces régions, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à comparer avec ce qu'on peut trouver comme conditions au Cap Ferré ou au Cap Macré. Il y a de l'eau partout, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Hors de question que je me lave. Je constate d'ailleurs que Terry s'en garde bien lui aussi. Mardi 25 septembre, Ship Creek à nouveau. Nous rentrons. Nous serons à Ciser Lake ce soir à 7h30, une demi-heure avant la nuit. Nous y retrouverons Don et ses Allemands. Karl a tué un loup lui aussi, mais noir celui-là, et une chèvre de montagne. « 26 septembre. Ça va mal et ça dure. Nous quittons Ciser Lake à 11h30 pour aller vérifier la carcasse de l'orignal. J'aimerais bien me faire un autre loup ou un ours noir, ou mieux encore un grizzly. À 1h30, nous voyons, encore à la longue vue bien évidemment, qu'il va s'agir d'un grizzly. Encore 2 heures d'approche, le temps de contourner cette ligne de crête pour avoir le vent favorable. Nous en étions à 350 mètres lorsqu'il disparaît dans un bosquet de sapins, emportant dans sa gueule l'épaule d'orignal abandonnée sur place parce qu'abîmée par une balle. Nous attendons près de 20 minutes qu'il revienne et je peux encore m'approcher de 200 mètres. Distance 150 mètres. Je tire et il tombe, mais derrière l'orignal et je ne le vois plus. Lorsqu'il se relève, je lui envoie mes 2 autres balles, plus une autre, et le touche 2 fois au total encore. Il tombe à nouveau et roule le long de la pente. Je le crois mort, mais il se relève et disparaît à nouveau dans le même bosquet de sapins. Nous voilà frais, exactement ce que nous voulions éviter. Nous attendons une demi-heure pour lui laisser le temps de passer l'arme à gauche. Il a quand même 3 balles de 378 dans le parage du cœur, et nous nous décidons à aller le chercher. Il nous attend, bien campé sur ses 4 pattes, et charge Terry qui est à 10 mètres sur ma gauche. Une balle en arrière de l'oreille gauche l'étend pour de bon, raide cette fois. Après avoir récupéré la cape, nous atteindrons la piste au fond de la vallée juste à la nuit. Nous serons à Ciser Lake à 22 heures. La nuit est de noir d'encre et je ne vois Terry à quelques mètres devant moi que lorsque sa silhouette se découpe sur le ciel. Il fait moins 10 degrés et je gèle sur ma selle. Le grizzly mesurait 2,10 mètres de long. La lettre de Terry, dont j'ai déjà parlé au sujet du caribou, m'annoncera qu'avec le crâne totalisant 23 points et 1/8, je détiens tout simplement le record du Yukon. Vendredi 28, Karl cherche toujours son orignal, trophée auquel il tient beaucoup et que malheureusement pour lui, il ne trouvera pas.
J'ai fait tous les trophées que je voulais, sauf l'ours. Je l'ai raté, tant pis pour moi. Il fait un temps infect et je reste au camp à alimenter mon poêle à bois. Dimanche 30, ça ne s'arrange pas, il neige. Nous faudra-t-il une journée de cheval plus 4 heures de voiture ou tout simplement 1 heure d'avion pour entrer à Watson Lake? Encore une chance qu'il y a une autre possibilité que l'avion. En fin d'après-midi, le ciel se dégage un peu et nous sortons les trophées pour les traditionnelles photos de fin de chasse. Lundi 1er octobre, l'amélioration du temps s'est maintenue. Enfin, si on veut. Ouf, voilà l'avion. Dans 1 heure, la civilisation. Téléphoner chez moi, me doucher, me raser et boire un whisky. 2 même.